Les amis, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette chaîne YouTube pour la préparation des EVC. Nous allons donner quelques éléments de réponse compte tenu du cas clinique qu'on a partagé il y a une semaine sur les états de choc. Avant de commencer, rassurez-vous de vous être abonné, de supporter la chaîne en mettant un pouce bleu vers le haut pour nous donner un peu de courage, un peu de force pour le travail que nous sommes en train d'abattre sur le terrain. Donc, sans plus tarder, à vos stylos, on est parti. Il s'agissait d'un patient de soixantaine d'années qui venait pour une dyspnée d'apparition brutale. Et donc, la première question, après avoir décrit l'examen clinique, il s'agissait donc de donner le diagnostic positif de ce patient. Donc, il s'agissait d'un état de choc. Bien évidemment, les états de choc font partie donc des thèmes à réviser et à maîtriser pour être plus ou moins à l'aise le jour de l'examen. Et donc, pour cela, vous devez être en mesure de répondre à cette question en 2 secondes. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas perdre tout le temps à décrire le diagnostic, mais si vous avez du temps en plus, d'accord, étant donné que vous maîtrisez le sujet, vous pouvez vous autoriser donc de donner plus de détails, enfin des détails entre guillemets, de dire que l'état de choc se définit par une hypotension artérielle associée surtout à des signes d'hypoperfusion périphérique. Et à partir de là, vous pouvez donc être sûr de prendre quelques points en plus. Ensuite, la question qui venait, c'était donc de dire cet état de ce diagnostic étiologique, enfin ce diagnostic positif et les diagnostics étiologiques qui pouvaient expliquer l'état de choc. Donc là, je vais vous mettre encore une petite plaque pour vous montrer ici les différentes étiologies des états de choc. Ils sont bien catégorisés en choc cardiogénique, hypovolémique, distributif et choc obstructif, tout en sachant que dans les chocs distributifs, il y a 2 étiologies principalement, les chocs septiques et les chocs anaphylactiques, ce qui nous intéresse ici. Donc, une fois cela fait, l'examen ou le cas clinique poursuit en disant que le patient reconnaît avoir déjà développé une allergie au thon et que cela a été passé bien évidemment sans trop de complications, mais quelques années plus tard, donc ce jour, il recommence à consommer du thon et présente cette dyspnée. Et là, on nous met vraiment sur la ligne du diagnostic étiologique le plus probable, c'est donc un choc anaphylactique. Donc réponse simple, choc anaphylactique. Le cas clinique poursuit en nous demandant quel était l'examen clinique ou l'élément de l'examen clinique qui pouvait nous conforter à ce diagnostic de choc anaphylactique. Alors, je pense que j'ai mal formulé la question parce qu'il n'y a pas qu'un seul élément, il y en a plusieurs. Mais dans ma tête, en vérité, ce que j'attendais en fait de cette question, la réponse était donc de rechercher un œdème de Quincke. Notamment, vous savez que ça fait partie donc des allergies graves, sévères qu'on peut avoir. Donc, examiner le patient surtout au niveau de la gorge pour rechercher cette tuméfaction rouge qui obstrue les voies respiratoires supérieures ou simplement un œdème au niveau de la luette et qui est tout à fait rouge également. Mais en dehors de ça, cliniquement, bien évidemment, on peut retrouver ou rechercher un urticaire. Le cas clinique avait déjà précisé qu'il y avait une hyperémie du visage, c'est-à-dire une rougeur au niveau du visage et du cou. On peut rechercher également un prurite. Ce sont donc des éléments cliniques qui permettent ici d'orienter ton diagnostic vers la cause allergique, voilà, donc un choc anaphylactique. Ensuite, quels étaient les autres diagnostics étiologiques qui peuvent expliquer en fait cet état en dehors du choc anaphylactique? Eh bien, nous avons déjà cité les autres grands groupes d'états de choc. Par contre, ici, les étiologies, il va donc s'agir de retirer des étiologies phares dans chaque groupe. Comme nous avons dit, par exemple, pour les chocs distributifs, il y a les anaphylactiques, mais aussi les chocs septiques. Et donc là, à ce moment, nous allons donc vous proposer 3 hypothèses diagnostiques étiologiques, notamment
le choc cardiogénique, d'accord? On a dit choc cardiogénique et choc septique et choc obstructif, en particulier l'embolie pulmonaire. Donc, le cas clinique poursuit en disant donc finalement quels sont les éléments cliniques et anamnestiques qui permettent d'écarter les autres diagnostics étiologiques. Donc, les 3 diagnostics étiologiques qui ont été cités, il va falloir les éliminer. Et comment ça se fait? Donc, en recherchant ici des arguments en défaveur. Donc, des signes négatifs pour chacun des hypothèses diagnostiques étiologiques, notamment. On commence par les chocs cardiogéniques. Pourquoi ce patient qui vient consulter pour une dyspnée d'apparition brutale ne présente pas un choc d'origine cardiogénique? Eh bien, simplement parce que, 1. Le patient ne présente pas de douleur thoracique, le patient n'a pas de signe clinique de décompensation cardiaque, notamment gauche, en dehors de la dyspnée bien évidemment. Il ne présente pas de signes comme on appelle, de signes électrocardiographiques de souffrance myocardique, notamment des troubles de la repolarisation. Et si on va un peu plus loin, on dira que la troponine, si elle était dosée, eh bien, serait négative. Donc, pas de troponine. Voilà. Troponine ultrasensible négative. Alors là, j'ai mis les facteurs de risque cardiovasculaire absents. Non, mais en vrai, il y a quand même des facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a l'âge et le sexe qui peuvent donc être des facteurs de risque importants. Donc c'est vraiment facultatif. On n'est pas obligé de dire qu'il n'y a pas de tabagisme, il n'y a pas d'hypercholestérolémie ou d'hérédité familiale, de maladies cardiovasculaires et tous les autres facteurs de risque. Ensuite, en ce qui concerne les chocs septiques, c'est encore plus simple. L'absence de fièvre ou l'absence d'hypothermie est un argument négatif, tout en sachant que chez chez les personnes âgées par exemple, il n'est pas obligatoire de trouver de la fièvre. Donc une température tout à fait normale, le patient peut être en train de faire un sepsis, une infection. L'absence de foyer infectieux patent, l'absence d'un terrain favorisant comme une immunodépression ou un diabète ou la prise d'immunosuppresseurs, de corticoïdes, anti-inflammatoires, tous ces arguments anamnestiques donc vont nous permettre de ne pas retenir le diagnostic d'un choc septique. Ensuite, en ce qui concerne le choc obstructif, notamment l'embolie pulmonaire, il n'y a pas de douleur thoracique, il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de signe de décompensation cardiaque, notamment droite, turgescence spontanée des veines jugulaires, reflux hépato-jugulaire. Il n'y a pas de facteur de risque de maladie thromboembolique veineuse. Donc là, à ce moment, on pouvait calculer le score de probabilité clinique qui serait faible ou très faible. Et donc, à ce moment, si les D-dimères étaient faibles, il serait négatif. Donc, D-dimères négatif. Voilà les 3 hypothèses diagnostiques que nous avons donc détaillées pour dire qu'il ne s'agit pas de ces diagnostics. On aurait pu ajouter, comme nous l'avons dit, dans les chocs distributifs, les chocs hypovolémiques, d'accord? Ajouter les chocs hypovolémiques, qui est l'un des grands groupes des états de choc. Et donc, les chocs hypovolémiques, c'est donc l'absence de diarrhée profuse, l'absence de vomissement, l'absence d'une hémorragie, que ce soit intériorisée ou extériorisée ou interne. Donc, ça nous permet d'exclure le diagnostic d'un choc hypovolémique. Ensuite, le cas clinique poursuit en demandant quel est le bilan complémentaire que vous réalisez. Nous avons organisé nos réponses en 2 temps. Le bilan complémentaire, notamment à visée de diagnostic positif ou pré-thérapeutique. En vérité, le diagnostic positif des états de choc anaphylactique, il est clinique. Cliniquement, nous avons l'hypotension, la tachycardie, les signes d'hypoperfusion. On peut céder des lactates veineux, mais c'est beaucoup plus dans le diagnostic de gravité. Bref, pour les examens complémentaires, on fera systématiquement devant tout état de choc un électrocardiogramme, une radio de thorax, une numération.
Et ici en particulier pour les chocs anaphylactiques, c'est le diagnostic que nous avons retenu. Nous allons donc ajouter la tryptase et l'histamine au moment donc de la réaction et aussi le dosage des IgE spécifiques. Ça peut se faire en urgence, tous ces examens. Donc on le fera, ça confrontera le diagnostic de choc anaphylactique. Ensuite, le diagnostic sera également, le bilan plutôt complémentaire sera également à viser le diagnostic de gravité. Et à ce moment, on dosera donc, on fera les gaz du sang à la recherche d'une acidose, d'une hypoxie. On fera un bilan hépatique avec transaminase, bilirubine. On va donc rechercher des signes de cytolyse, de cholestase qui ont rapport avec une souffrance hépatique en foie de choc ou en foie hypoxique. Ensuite, on fera également une évaluation de la fonction rénale, urée, créate, ionogramme sanguin. Voilà. Donc, tous ces éléments nous permettent de connaître quelle est la gravité de l'état de choc. Voilà pour le bilan paraclinique complémentaire. Il nous reste donc de répondre à la dernière question, de savoir quelle est votre prise en charge aux urgences pour ce patient qui présente un état de choc anaphylactique après avoir mangé une salade au thon. Alors, la réponse ou les réponses pour la prise en charge, c'est toujours presque le même schéma. Pour être vraiment très simple, nous allons faire les mots-clés, c'est urgence, diagnostic, urgence, thérapeutique. On débute par ça, on connaît très fort. On annonce au correcteur qu'on sait de quoi il s'agit. C'est un état de choc. C'est un patient qui doit être pris en charge en urgence et donc qui doit être hospitalisé en unité de soins continus ou en réanimation. Mais en attendant, puisque nous sommes aux urgences, ce patient doit donc être installé dans une salle de déchocage où il doit être installé et monitoré pour les paramètres vitaux, oxygénothérapie aux lunettes ou au masque en fonction donc de la saturation, avec un objectif d'avoir une SAT supérieure à 95%. Et on moniteur donc les paramètres vitaux, on l'a dit. On pose une voie veineuse ou deux voies veineuses périphériques avec du sérum salé ou du sérum physiologique. Et ensuite, on fait un remplissage vasculaire en débutant donc par un 500 ml en débit libre où on mettra la dose de 20 ml par kilo en 20 à 30 minutes. Ça, c'est toujours le débit libre. Alors là, maintenant, le traitement étiologique, c'est donc pour les chocs anaphylactiques, c'est l'adrénaline. On ne manque pas de mettre l'adrénaline devant un tableau de choc anaphylactique à la dose de 0,01 mg par kg en intramusculaire, ce qui va faire environ 0,5 mg à maximum 1 mg en intramusculaire. Alors, quelquefois, les protocoles demandent de faire donc des bolus de 0,05 mg en IM et mettre par la suite une IVSE de 1 ml par kilo et par minute. Bon, tout ça, c'est vraiment plus en pratique, d'accord? En pratique courante, mais là, pour les besoins de l'examen, en tout cas, on n'est pas obligé de donner les doses et les posologies, mais on peut déjà dire qu'il faut mettre de l'adrénaline en intramusculaire. Ça permet de rapporter des points. Et ensuite, mettre des antihistaminiques, notamment de la polaramine. On peut mettre une ampoule de 5 mg, soit en péros, soit en intraveineuse. Bon, enfin, le patient en déchocage, il est grave. Mieux vaut mettre en intraveineuse et on peut renouveler une fois de la polaramine. Ensuite, il faut mettre obligatoirement des corticoïdes, méthylprédnisolone ou solumédrol, donc 1 mg par kilo en intraveineuse et faire une surveillance de ce patient. Donc voilà, les réponses telles qu'elles sont faites, notamment vous avez donné tous les éléments de réponse, mais il faut structurer les réponses, bien les organiser, souligner les mots-clés, dire ce qui est très très important, les mettre en avant pour pouvoir prendre le maximum des points. Et donc, merci de m'avoir suivi. Restez donc scotchés sur notre chaîne et abonnez-vous, donnez des commentaires et des likes. Bon courage à vous pour la suite. À la prochaine.
Cold hand.